Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Livre Adventure TV. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan Green, Alice au Pays des Cauchemars, donc Alice au Pays des Merveilles, revisité par Jonathan Green. Donc il existe plusieurs livres dans cette collection, celui-ci n'est pas le dernier sorti. Néanmoins, c'est celui qui m'intéressait le plus à jouer, puisque Alice au Pays des Merveilles est le conte que je connais le mieux. Même Magicien d'Oz, je crois que je ne l'ai jamais lu. Et puis il y en a encore un autre dont j'oublie. Donc, je vais jouer ce soir le début d'Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'essais sur ce livre et où ça nous mènera. On verra bien. Alors, d'abord un petit générique. Et puis, si vous voulez bien passer un moment en ma compagnie, c'est à tout de suite. Alice au Pays des Cauchemars. Plusieurs années après les événements d'Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir, Alice s'aventure à nouveau dans l'univers des cartes à jouer et des animaux parlants qui peuplent ses rêves. Mais ce monde excentrique est désormais hanté par des fantasmagories effrayantes, fruits de la folie de la reine. Alice devra se battre pour échapper aux cauchemars qui menacent de la retenir éternellement prisonnière. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'il se serait passé si Alice n'avait pas bu le contenu de la bouteille étiquetée « Buvez-moi » ou si elle n'avait pas pris le thé avec le chapelier, le lièvre de Mars et le Loir. Dans Alice et Pays des Cauchemars, vous décidez quel chemin la fillette doit suivre, quels risques elle doit prendre et lesquels des étranges habitants du Pays des Merveilles elle doit affronter. Mais prenez garde, ce sont vos choix qui détermineront si Alice réussira dans sa quête ou si elle rencontrera une fin cauchemardesque. Êtes-vous prêt à redescendre dans le terrier du lapin? Voilà notre programme pour ce soir. Je vous ai donc préparé la feuille de personnage. On va regarder ça tout de suite dès que j'aurai réglé mon petit appareil. Donc voici la feuille de personnage. Donc nous avons plusieurs scores, agilité, logique, irrationalité, combat, endurance, dont ces scores sont fixes à la base. L'endurance commence à 20, le combat à 6, l'irrationalité à 0, logique à 6 et l'agilité à 6. Ensuite, vous rajoutez 10 points dans les caractéristiques d'agilité, logique, combat et endurance. Donc moi j'ai choisi de rajouter 5 points en combat, c'est le maximum, on ne peut pas rajouter plus de 5 points sur une caractéristique, et 5 points en logique. Donc je vais jouer une Alice assez pataude et pas très solide. Par contre c'est un ninja et elle a un esprit Einstein. L'irrationalité, plus elle sera forte, moins ça sera bon, bien sûr. Donc ce score va varier, c'est son score de folie, hein, pour résumer. Et puis l'endurance, si elle tombe à 0, l'aventure s'achève. Voilà, donc pour faire un test, on lance 2 dés. Pour l'agilité, la logique et le combat, on lance 2 dés. Si le résultat est inférieur ou égal à votre score, vous réussissez le test. Si c'est supérieur, c'est raté. Et c'est l'inverse pour les rationalités, vous lancez 2 dés, et si ce score est supérieur à votre irrationalité, c'est réussi. Donc c'est exactement l'inverse. Donc on a 3 petites choses ici de plus en plus curieux. La plume est plus forte, donc c'est réservé à l'un des modes de jeu que je ne vais pas utiliser, puisque moi j'aime bien de temps en temps lancer des dés, donc on va lancer des dés. Case des rencontres cauchemardesques, ça va être pour nos combats. Voilà, on est prêt à démarrer, si vous le voulez bien, ce livre de Jonathan Green. Alors, je vous passe les règles du jeu, que je vous ai résumées. Et on démarre avec dans le terrier du lapin. Tu es en retard, debout. Alice se réveille en sursaut et regarde avec stupéfaction ce qui l'entoure. Elle se trouve assise à côté d'une rivière, au milieu d'un doux après-midi d'été. Des pâquerettes parsèment les longues herbes qui lui tenaient lieu de lit il y a un instant. L'eau s'écoule en glougloutant paisiblement. Tout ceci paraît curieusement familier. « Ne reste pas assise comme ça, lève-toi, tu es en retard !» reprend une voix stridente. «
Engourdie par la chaleur ambiante, Alice tourne la tête vers l'origine de la voix. Là, à l'ombre d'un noisetier, se tient un lapin blanc. Mais ce n'est pas n'importe quel lapin blanc. Celui-ci est vêtu à la manière d'un gentleman anglais, avec une veste, un gilet et tout le reste. Ses oreilles dépenaillées sont percées de trous dont s'échappe une sorte de bourre. Et lorsqu'il incline la tête pour l'observer de ses yeux roses et vitreux, Alice croit saisir un grincement de mécanisme. La fillette se lève d'un bond, se rappelant soudain avoir déjà rencontré quelque chose qui ressemblait à ce lapin, portant un gilet et tenant une montre à gousset. Mais les pattes du lapin ne tiennent pas de montre cette fois-ci. « Comment pouvez-vous affirmer que je suis en retard alors que rien ne vous permet de savoir l'heure qu'il est ?» demande Alice, n'ayant pas l'intention de se laisser impressionner par un animal qui semble tout droit sorti d'un atelier de taxidermiste. Le lapin déboutonne son gilet sans rien répondre, et Alice, oubliant toute envie de plaisanter, laisse échapper une exclamation d'horreur. Incrustée dans le ventre de l'animal, occupant tout l'espace séparant la cage thoracique du bassin, une énorme montre mesure l'écoulement du temps. Des lambeaux de chair déchirés sont visibles çà et là entre les sutures métalliques qui attachent le mécanisme au lapin. « Comment puis-je être en retard ?» demande Alice alors que je ne sais même pas ce pourquoi je suis en retard. Elle réalise soudain que le vent s'est levé. Des nuages font la course dans le ciel, dont le bleu azur a cédé la place à un vermeil menaçant. « On a besoin de toi au pays des merveilles !» lui apprend le lapin blanc, les frémissements de son nez accompagnés d'un vrombissement mécanique. Le pays des merveilles, ce nom est vaguement familier, cela ne fait pas de doute. Mais Alice ne se souvient pas pourquoi. C'est la reine de cœur. Le royaume tout entier a souffert des ravages de sa tyrannie et les choses sont devenues encore bien pires qu'avant. C'est un miracle si je suis parvenu à échapper à ces hommes tic-tac. Avant, murmure Alice comme dans un songe, des hommes tic-tac. Oui, des hommes tic-tac. Comment crois-tu que je me suis retrouvé ainsi ? S'exclame le lapin, regardant la montre qui a remplacé presque toute la chair de son ventre. Alice regarde l'animal avec une stupéfaction ahurie, et il lui faut un instant pour retrouver l'usage de sa voix. « Pourquoi me dites-vous ceci ? Qu'attendez-vous que je fasse ?»« Pourquoi ?» s'étrangle le lapin avec incrédulité. « Nous avons besoin de toi, Alice. Le pays des merveilles a besoin de toi. » « Mais que voulez-vous que je fasse ? » ?»« Nous avons besoin que tu tues la reine, bien sûr. »« Tuer la reine ?» répète Alice. « Mais pourquoi moi ?» Le lapin blanc soupire avec exaspération. Il doit prendre une profonde inspiration pour se calmer avant de répondre. « Parce que c'est ton cauchemar. » À présent, rendez-vous au 1. Alors, effectivement, notre lapin n'a pas l'air très en forme. Il fait un peu peur. Alice regarde le lapin sans savoir que dire. Une douzaine de questions lui emplissant l'esprit. Qui est la reine de cœur ? Qui a changé le lapin blanc en une horloge vivante ? Et comment s'imagine-t-il qu'elle pourra tuer quelqu'un ? Après tout, elle n'a que 11 ans. Mais avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit, le lapin blanc reprend. Allons, il n'y a pas un instant à perdre, le temps presse, déclare-t-il avec un coup d'œil appuyé à la montre qui lui remplit le ventre. Et là-dessus, il tourne les talons et décampe à travers les longues herbes aplaties par le vent. Si vous pensez qu'Alice devrait se lancer à sa poursuite, rendez-vous au 20. Si vous estimez qu'il ne saurait être sage de suivre un lapin parlant à demi-mécanisé, rendez-vous au 39. Mais je vais bien sûr le suivre. Je vais au 20.
Brûlant de curiosité, Alice court après le lapin. Alors qu'elle se croit soudain sur le point de le rattraper, l'animal s'engouffre soudain dans un large terrier en dessous d'une haie. Alice s'arrête et plonge le regard dans cette pénombre terreuse. Tout ceci semble très familier, mais elle ne parvient pas à se souvenir pourquoi. En élargissant un peu l'entrée avec ses mains, elle devrait pouvoir se glisser à l'intérieur du terrier. Mais cela salirait indubitablement sa robe. Et que dirait sa nourrice? Dans son dos, le vent ne cesse de se renforcer. Si vous pensez qu'Alice devrait suivre le lapin blanc sous terre, rendez-vous au 57. Si vous jugez qu'il n'est pas convenable pour une jeune fille d'aller ramper dans un terrier de lapin, rendez-vous au 64. Alors, nous ne sommes pas dans un livre convenable, enfin dans un conte convenable, donc je pense qu'il est sage de poursuivre le lapin, et je vais donc en 57. Alice rampe tant bien que mal dans le tunnel sombre et glaiseux, incapable de distinguer quoi que ce soit à plus de quelques centimètres. Le lapin blanc a disparu. Plus Alice s'enfonce dans le tunnel, dont le plafond est tapissé de minces racines et de vers grouillants, plus la pénombre s'épaissit. Le tunnel s'incline soudainement vers le bas. Si soudainement, en fait, qu'Alice n'a pas le temps de se rattraper à quoi que ce soit avant de plonger la tête la première dans la gorge de ce qui est clairement un puits très profond. Augmenté de 2 le score d'irrationalité d'Alice. Alors, malheureusement, je passe à 2 au lieu de 0. Ses yeux s'habituant à l'obscurité au fil de sa chute, Alice réalise que les parois qui l'entourent sont couvertes de placards et d'étagères. En dessous d'elle, l'extrémité du puits reste, en revanche, invisible. Alice est sur le point de passer à proximité d'un placard. Si vous pensez qu'elle devrait essayer de découvrir ce qu'il renferme, rendez-vous au 109, sinon rendez-vous au 156. Un placard. Pourquoi ne pas l'ouvrir, après tout? Je vais l'ouvrir au 109. Alors, s'emparer en tombant d'un des objets du placard ne va pas se révéler aussi facile qu'on pourrait le penser. Effectuez un test d'agilité. Si Alice réussit, rendez-vous au 133. Si elle échoue, rendez-vous au 156. Alors, je rappelle que je joue une Alice pataude, puisque je n'ai que 6 en agilité. Premier test de cette partie. 3, eh bien c'est un miracle, j'ai réussi ce test d'agilité. Donc je vais au 133. Alice parvient à ouvrir la porte du placard d'une main et plonge l'autre à l'intérieur, d'où elle retire une large paire de ciseaux. Notez les ciseaux sur la feuille d'aventure. Si jamais elle se retrouve contrainte de se battre, elle pourra utiliser ces ciseaux en guise d'arme. Ils feront perdre 3 points d'endurance à ses adversaires chaque fois qu'elle les blessera au lieu de 2. Rendez-vous au 156. Alors, je suis armé de ciseaux. Alors, je rappelle les combats, c'est comme dans Défis Fantastiques. Vous lancez 2 dés pour l'adversaire, 2 dés pour vous. Vous rajoutez votre score de combat. Je vérifierai quand même. Et celui qui a obtenu le meilleur score fait perdre 2 points d'endurance à l'autre. Et puis, en cas d'égalité, petite originalité, on lance un dé. Si c'est impair, rien ne se passe. Si c'est pair, eh bien, je ne me souviens plus, je réviserai le combat lorsqu'il se produira. Donc, par ailleurs, celui qui a l'initiative, c'est-à-dire celui qui vient de gagner le round de combat, eh bien, un petit bonus. On verra tout ça au moment du premier combat. Alors, je vais noter des ciseaux sur ma feuille. Je vais au 156.
Tandis qu'Alice continue de dégringoler le long du puits, elle aperçoit un buffet qui se rapproche d'elle à toute vitesse. Si vous voulez qu'elle tente de prendre ce qu'elle pourra dans ce meuble, rendez-vous au 178, sinon le 12. Je sens que ça va pas être bon, je vais aller au 12. Le buffet disparaît au-dessus d'elle. Continuant de tomber, Alice atteint une section du puits ornée de cartes sous verre et de tableaux pendus à des clous. Si vous souhaitez qu'Alice essaie de s'emparer d'une de ces décorations, rendez-vous au 33. Allez, je pense que ce coup-là, il faut essayer, ce sera peut-être plus facile de s'emparer d'une petite décoration. Tendant les mains, Alice décroche du mur le tableau le plus proche. Lancez un dé ou tirez une carte. Si le chiffre est impair ou si la carte est rouge, rendez-vous au 53. Si le chiffre est pair ou si la carte est noire, rendez-vous au 7. Alors, eh bien, ça sera impair. Je vais donc au 53. Continue à tomber le long du puits, sa robe gonflée autour de ses jambes comme un parachute. Alice examine le tableau qu'elle est parvenue à attraper. Elle découvre qu'il s'agit en réalité d'une carte, la carte du Nil pour être exact. Elle montre un marais au-delà duquel un chemin s'enfonce dans une forêt, avant de se diviser en deux au niveau d'un grand arbre tordu. Le passage de droite mène vers des hauteurs escarpées, tandis que celui de gauche passe devant une caverne. Tous les deux aboutissent en fin de compte à une forteresse de pierre blanche qui fait penser Alice à une tour de jeu d'échecs. La fillette continue de tomber et le vent lui arrache la carte des mains. Rendez-vous au 82. C'est embêtant ça, alors que je relise. Un chemin s'enfonce dans une forêt avant de se diviser en deux au niveau d'un grand arbre tordu. Le passage de droite mène vers des hauteurs escarpées, tandis que celui de gauche passe devant une caverne. Faut-il prendre la caverne ou faut-il prendre le chemin escarpé? Tous deux aboutissent en fin de compte à une forteresse de pierre blanche qui fait penser à une tour de jeu d'échecs. C'est sans doute un indice. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette table quand même rajoute une ambiance qui n'est pas du tout déplaisante. On sent que le héros de la soirée, c'est le jeu ou le livre qui est posé sur cette table, et cet éclairage met l'affaire quand même assez bien en valeur, je trouve. Très très joli, je pense que ça promet. Rendez-vous au 82. Tombant toujours la tête la première, Alice réalise qu'elle approche rapidement d'une étagère branlante. Si vous voulez qu'elle saisisse un livre au passage, rendez-vous au 102. On va saisir un livre au passage. 102. Les doigts d'Alice se referment sous la couverture de cuir d'un mince volume qu'elle retire de son étagère en continuant de tomber. Le vent sifflant à ses oreilles, elle feuillette le livre, mais n'y découvre aucune image ni aucune conversation. Et quel est l'intérêt d'un livre sans image ni conversation, se demande-t-elle à voix haute. Elle s'arrête à une page où se trouve imprimé un étrange poème, qui lui rappelle une comptine que sa nourrice lui chantait, mais se révèle bien différent dans les détails. Elle se met à lire. « Brille, brille, petite chauve-souris, je ne sais comment tu vis. Tu voles par-dessus la terre, comme un sous-marin dans les airs. Brille, brille, petite chauve-souris, je ne sais comment tu vis. » Quel étrange poème, se dit Alice, avant de sursauter lorsque le livre commence à palpiter entre ses doigts. Sous ses yeux, le volume se transforme, sa couverture de cuir fendillée devenant des ailes d'une grande chauve-souris, tandis que ses pages décellées s'éparpillent dans l'air. Et soudain, la fillette tient une chauve-souris bien réelle et tout à fait furieuse, qui révèle ses canines effilées en poussant un cri suraigu. Effectuer un test d'irrationalité. Si Alice réussit, rendez-vous au 200. Si elle échoue, rendez-vous au 214. Donc je rappelle que pour faire un test d'irrationalité, c'est l'inverse. Eh bien, je lance 2 dés et si c'est supérieur à mon score, supérieur ou égal à mon score, eh bien c'est réussi.
Eh bien, c'est réussi. Rendez-vous au 200. Conservant toute sa présence d'esprit, bien qu'elle ait une chauve-souris entre les mains, Alice déclare « Je suis certaine que les vrais PM disent « Brille, brille, petite étoile ». Dès qu'elle prononce le mot « étoile », toutes les lanternes accrochées aux parois s'allument, baignant de lumière à l'intérieur du puits. La chauve-souris pousse un cri de souffrance et s'enfuit à tire-d'aile, cherchant parmi les étagères un recoin obscur où elle puisse se cacher. Rendez-vous au 62. Ce puits n'en finit plus. Jusqu'au moment où Alice songe qu'il est impossible qu'elle continue à tomber davantage. Le sol apparaît brusquement au bas du puits. Elle atterrit dans un tas de feuilles mortes qui amortit miraculeusement sa chute, puis se relève rapidement indemne. Réduisez de 2 points le score d'irrationalité d'Alice. Rendez-vous au 114. Je repasse à 0. C'est super. Rendez-vous au 114. Je pense que je me suis bien tiré de cette descente. Un autre long passage s'étend devant Alice. Il n'y a aucune trace du lapin blanc, mais elle peut entendre un bruit de mécanisme venant de quelque part devant elle. Il n'y a pas un instant à perdre. Courant le long du couloir, Alice parvient à un tournant derrière lequel elle découvre un hall long et bas, éclairé par des lampes suspendues au plafond. Des portes entourent la pièce, mais les yeux d'Alice ne se détournent guère des 2 silhouettes maigres qui s'avancent vers elle, portées par des jambes minces comme des aiguilles. Bien qu'ils en aient la forme, ce ne sont très clairement pas des hommes, car leurs membres sont constitués de morceaux de métal et leurs entrailles ressemblent au rouage d'une horloge. Tic-tac, tic-tac font les mécanismes, alors que les hommes de métal se rapprochent. Un éclat sinistre dans leurs yeux ronds comme des montres. Tic-tac, tic-tac. Alice est terrifiée à la vue de ces créatures mécaniques dont les pièces cuivrées luisent sous l'éclat des lampes. Ajoutez 1 point au score d'irrationalité d'Alice. Elle tremble de peur, le visage pâle comme un linge. Que devrait-elle faire à présent? Je repasse à 1 en irrationalité. Que devrais-je faire? Alors, effectivement, ils ne sont pas très engageants. Les illustrations sont belles, hein? Le dessinateur est doué. Pour essayer de contourner adroitement les hommes tic-tac, rendez-vous au 5. Pour adresser la parole aux êtres mécaniques, rendez-vous au 226. Pour les attaquer avant qu'ils ne puissent attaquer Alice, rendez-vous au 169. Pour qu'Alice réfléchisse à une autre manière de se tirer de cette situation dangereuse, rendez-vous au 246. Pour utiliser la capacité de curieux de plus en plus curieux, rendez-vous au 130. Alors je vais relire un petit peu les règles, je crois que j'ai oublié un truc. Alors non, les 2 capacités de curieux de plus en plus curieux et la plume et la plus forte ne sont pas des choses réservées à un mode de jeu particulier, ce sont des capacités spéciales d'Alice. Donc 2 curieux en plus curieux, si Alice se retrouve dans une situation difficile, elle peut utiliser cette capacité pour changer la nature du monde imaginaire qui l'entoure. Il est cependant possible que cela empire les choses au lieu de les améliorer. Et enfin, la plume est plus forte. Cette capacité permet à Alice d'éviter de combattre un ennemi en modifiant le déroulement de la rencontre, ce qui lui permettra de s'en tirer sans dommage. Chacune de ces capacités ne peut être utilisée que 3 fois au cours de l'aventure. Notez soigneusement chaque utilisation en cochant les cases appropriées sur la feuille d'aventure d'Alice. Très bien, très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, est-ce que j'utilise la capacité de curieux de plus en plus curieux? J'ai pas l'impression que ça va me sauver la vie. Alors, j'ai des ciseaux. Je ne vais pas tenter de leur échapper. J'ai un score d'agilité très faible. Donc, je vais faire mon premier combat. Ils ont l'air... Il y en a 2. Hein. Peut-être qu'ils sont très forts. Bon, allez, je vais combattre.
J'hésite. Bon, je vais utiliser la capacité de curieux de plus en plus curieux et je vais me rendre au 130. Mais ça peut faire empirer les choses. Je coche une case sur ma feuille de personnage et je vais au 130. D'abord, elle discute avec un lapin à horloge, puis elle tombe dans un puits incroyablement profond, et maintenant elle se trouve menacée par 2 squelettes mécaniques. De curieux de plus en plus curieux, se dit Alice. Mais alors qu'elle pense que les choses ne peuvent pas devenir plus extravagantes, l'un des hommes tic-tac commence à se transformer sous ses yeux. Son corps tressaille et s'agite, puis se divise en 2 verticalement. De nouveaux membres se déplient depuis chaque moitié. Et Alice fait désormais face à 3 créatures mécaniques au lieu de 2. Les monstres se frottent les griffes et le contact des lames bien aiguisées fait jaillir des étincelles. Leurs intentions à l'égard d'Alice ne font pas de doute. Si vous pensez que le moment serait bien choisi pour employer la capacité de la plume est plus forte, rendez-vous au 189. Je pense qu'il faut utiliser la plume la plus forte, donc je vais cocher une case. Rendez-vous au 189. J'aurais mieux fait de combattre dès le début, je le savais. Si vous fonctionnez grâce à des mécanismes d'horloge, dit Alice en examinant les hommes tic-tac, il faut que quelqu'un vienne vous remonter régulièrement, mais je ne vois de clé nulle part. Les êtres mécaniques hésitent et s'entreregardent, puis recommencent à avancer. Mais leurs mouvements et le tic-tac de leur cœur ralentissent à chaque nouveau pas. Finalement, ils s'arrêtent, frémissent une dernière fois, puis restent immobiles, le torse incliné en avant, leurs mains griffues pendant inutilement à leur côté. Rendez-vous au 314. Bon, je pense que j'ai échappé à un combat difficile. Désormais débarrassée des tueurs mécaniques, Alice entreprend l'exploration du hall des portes. Il y a de grandes portes et de petites portes, certaines avec des poignées dorées, d'autres à demi dissimulées derrière des rideaux. Mais une caractéristique se révèle universelle, elles sont toutes verrouillées. La fillette a l'impression distincte de s'être déjà trouvée dans une situation très similaire par le passé, mais elle ne parvient pas à se rappeler des détails. Alors qu'elle fouille vainement sa mémoire, elle remarque tout à coup une table à 3 pieds située au beau milieu du hall. Le meuble est entièrement en verre, ce qui explique sans doute pourquoi elle ne l'a pas remarqué plus tôt. 2 objets reposent sur la table, une minuscule clé dorée et une bouteille. La clé semble beaucoup trop petite pour convenir à l'une des portes du hall. La bouteille paraît nettement plus intéressante. Elle est remplie d'un liquide étrangement fluorescent qui change de couleur sous les yeux d'Alice, passant d'un jaune cerise à un jaune moutarde. Sur une étiquette attachée à la bouteille sont écrits les mots « Buvez-moi ». Tandis qu'Alice étudie ces 2 objets, elle remarque à travers le verre quelque chose qui est posé sur le sol en dessous. C'est une petite boîte, également en verre. Que devrait faire Alice à présent? Prendre la petite clé dorée, boire le contenu de la bouteille, ouvrir la boîte de verre, continuer d'essayer d'ouvrir les portes du hall. Je vais ouvrir la boîte en verre et je vais aller au 3. Boire la potion ne me paraît pas très indiqué, elle change de couleur. Alice ouvre la boîte, à l'intérieur se trouve un superbe gâteau sur lequel les mots « Mangez-moi » sont élégamment écrits avec des groseilles. Il paraît délicieux. Si vous pensez qu'Alice devrait prendre une bouchée, rendez-vous au 77. Sinon, que devrait-elle faire à présent? Continuer d'essayer les portes autour de la pièce, boire le contenu de la bouteille ou prendre la petite clé dorée. Je vais manger le gâteau à la groseille, parce que je suis gourmand. Je vais au 77. J'aurais mieux fait peut-être de relire le conte avant d'entamer ce livre, c'est bien possible. Le gâteau possède un goût étrangement familier, évoquant à la fois la pâte d'amande et le piment.
Alice gagne 4 points d'endurance. Alors, est-ce que je peux dépasser mon score d'endurance initial? Je vais avoir besoin de vérifier, je ne m'en souviens plus. J'ai l'impression que oui. Alors, bien que les caractéristiques d'Alice ne puissent au départ excéder certaines valeurs, il n'y a aucune limite à leur augmentation en cours d'aventure par les bonus que vous viendrez obtenir. La seule exception est le score d'endurance qui ne peut s'élever au-dessus de 30. Eh bien, je vais le noter sur ma fiche de personnage, ça sera aussi simple. Donc 30 max. Hop. Et donc je vais passer à 24 en endurance. De curieux, de plus en plus curieux, s'exclame Alice. Je me déplie comme le plus énorme télescope qui ait jamais existé. Alice baisse les yeux vers ses pieds qui sont presque invisibles tant elle est devenue grande. Effectuez un test d'irrationalité. Si Alice réussit, rendez-vous au 121. Si elle échoue, rendez-vous au 107. J'ai donc 1. C'est pas la peine que je tire les dés puisque j'ai 1 en irrationalité. Donc je vais au 121. Curieux, de plus en plus curieux et encore plus curieux, s'exclame Alice, en se voyant continuer à grandir jusqu'à ce qu'elle fasse plus de 9 pieds et que sa tête heurte le plafond. Ajoutez une case de curieux de plus en plus curieux à la feuille d'aventure d'Alice. Ah mince. Quel étrange gâteau, se dit la fillette, regardant ce qui reste dans le creux de son énorme main. Si j'en mangeais moitié moins, je me demande si je grandirais aussi moitié moins. Là-dessus, elle range le gâteau entamé dans sa boîte en carton qu'elle glisse dans la poche de son sablier. Il reste 2 parts de gâteau. Manger l'une d'elles fera gagner 4 points d'endurance à Alice. Si elle le fait juste avant de livrer bataille, elle pourra de plus ajouter pour la durée de l'affrontement 1 point à son score de combat. Notez le gâteau étrange sur la feuille d'aventure d'Alice. Alors, gâteau étrange. Hop. Donc, plus 4 points d'endurance, plus 4 PTS endurance, plus 1 pour le combat. Ok. Alors j'ai 2 parts. Pas mal ça. Tandis qu'Alice s'habitue à sa nouvelle taille et imagine toutes les choses qu'elle pourra faire grâce à elle, telles que cueillir des pommes sans avoir besoin d'échelle ou converser avec une girafe, son corps se met à diminuer peu à peu, jusqu'à revenir à ses dimensions ordinaires. De toute évidence, les effets de l'étrange gâteau ne sont que temporaires. Rendez-vous au 164. Alice n'a toujours pas trouvé le moyen de quitter le hall des portes. Si elle ne l'a pas encore fait, elle peut boire le contenu de la bouteille posée sur la table ou prendre la petite clé dorée. Elle peut sinon continuer d'essayer je bafouille, il est tard. Elle peut sinon continuer d'essayer les portes pour voir s'il est possible d'ouvrir l'une d'entre elles. Je vais prendre la petite clé dorée. Je ne sais pas où ça va me mener, pour tout vous dire. 329. La clé est très finement ouvragée, mais bien trop petite pour ouvrir une seule des portes verrouillées qu'Alice a rencontrées jusqu'ici.
La fillette décide néanmoins de la conserver et la glisse dans la poche de son tablier. Notez la clé dorée. Clé dorée. Que voulez-vous qu'Alice fasse à présent? Boire le contenu de la bouteille, ouvrir la petite boîte de verre, on l'a déjà fait, ou continuer à essayer. Bon, je vais boire la bouteille en désespoir de cause. Allez, 387. Alice porte la bouteille à ses lèvres. Il n'y a pas marqué poison sur l'étiquette, après tout, et boit une gorgée. Le liquide, qui est de nouveau d'un rouge tirant sur le rose, a un goût de tarte à la cerise. Délicieux, déclare Alice, avant d'en boire un peu plus. La saveur qui chatouille ses papilles change d'un instant à l'autre en un mélange de tarte à la cerise, de crème, d'ananas, de dinde rôtie, de caramel et de tartines beurrées. Quelle étrange sensation, s'exclame la fillette lorsqu'une étrange sensation la submerge. Il lui semble que ses organes se contractent et que son squelette rétrécit, entraînant tout le reste de son corps. On dirait que je me replie comme un télescope. Et c'est en effet le cas. Le plateau de la table s'élève au-dessus d'elle, tandis que ses pieds de verre deviennent grands comme des arbres. Lorsqu'elle n'a fait plus que 25 cm, Alice cesse enfin de rapetisser. Curieusement, la bouteille, tout comme ses vêtements, a diminué en même temps qu'elle, et il y reste encore une dose de potion. Notez la potion rapetissante sur la feuille d'aventure d'Alice. Je commence à avoir pas mal d'objets. Potion rapetissante. Alors, si vous voulez qu'Alice continue d'essayer d'ouvrir les portes qui entourent le hall, c'est le 406. La boîte de verre, 260. Je vais continuer d'essayer d'ouvrir les portes, alors, dans ce cas, en 406. Alice est malheureusement bien trop petite pour atteindre les poignées des portes, sans parler d'essayer de les actionner. Mais elle découvre alors un petit rideau qu'elle n'avait pas remarqué jusqu'ici. Le tirant sur le côté, Alice révèle une autre porte, haute d'une quarantaine de centimètres et munie d'une serrure dorée. Cette porte minuscule est verrouillée, mais si Alice possède une clé dorée, elle peut essayer de s'en servir. Eh bien, c'est bien le cas. J'ai la clé dorée 425. La clé correspond parfaitement à la serrure. La porte s'ouvre, révélant un passage au bout duquel se trouve le plus joli jardin qu'Alice ait jamais vu, avec des pelouses soignées, des parterres de fleurs colorées et des fontaines glougloutantes. Si vous pensez qu'Alice devrait se diriger vers ce jardin, rendez-vous au 136. Eh bien oui, je vais au 136. Alors, il faut faire tout ça dans le bon ordre, en fait. C'est ça la difficulté. 136. Excitée, Alice court le long du passage et parvient à un superbe jardin ensoleillé. Sitôt qu'elle se trouve à l'extérieur, son corps se met à grandir jusqu'à retrouver sa taille normale. Elle ne peut plus revenir sur ses pas désormais. Mais peu importe, cet endroit baigné de lumière est bien plus agréable que le triste hall souterrain. Le jardin est bordé de chaque côté par une grande haie touffue. À la gauche et à la droite d'Alice, des sentiers de gravier traversent des parterres garnis d'une abondance de fleurs colorées. Devant elle, au centre du jardin, une magnifique fontaine représente un noble chevalier sur sa monture affrontant une hideuse créature ailée. De l'eau jaillit de la bouche du monstre et de l'extrémité de la lance du chevalier. Voulez-vous qu'Alice se dirige vers sa gauche, rendez-vous au 371 vers sa droite, 310 ou vers la fontaine au centre du jardin. Eh bien, je vais examiner la fontaine. En 51. Alice reste un instant devant la fontaine, laissant les fines gouttelettes
lui rafraîchir le visage, admirant les arcs-en-ciel qui naissent devant elle et écoutant le glougloutement incessant de l'eau. La tradition veut qu'on jette une pièce dans la fontaine et qu'on fasse un vœu, songe-t-elle. Si vous pensez qu'elle devrait se conformer à cette tradition, rendez-vous au 95. Mais oui, bien sûr, 95, je vais faire un vœu. Si Alice possède une pièce que vous souhaitez qu'elle jette dans la fontaine, rendez-vous au 124. Si elle ne possède pas de pièce, eh bien malheureusement, je n'ai pas de pièce avec moi. Je vais donc au 241. Comment faire pour avoir cette pièce? Je l'ignore. L'eau qui jaillit de la fontaine semble particulièrement rafraîchissante. Si vous pensez qu'Alice devrait en boire, rendez-vous au 71. Sinon, il est temps de repartir. Bon, j'ai suffisamment de points d'endurance, je préfère repartir et ne pas prendre le risque de boire cette eau. Pour se diriger vers le nord, rendez-vous au 261. Pour se diriger vers l'est, rendez-vous au 146. Pour se diriger vers le sud, rendez-vous au 282. Eh bien, je vais prendre au nord de la fontaine, au 261. Alice passe entre de petites haies et parvient à un croisement où se rencontrent 4 chemins de gravier. Devant elle se dresse un élégant portail de fer forgé, entrebâillé, au-delà duquel elle aperçoit un impressionnant manoir. Sur sa droite pousse dans le coin nord-est, un arbre pousse dans le coin nord-est du jardin. Alice ne souhaite pas être ramenée à l'endroit d'où elle vient et ignore donc le sentier sur sa gauche. Voulez-vous qu'elle franchisse le portail devant elle? Rendez-vous au 319 ou qu'elle se dirige vers l'arbre situé sur sa droite. Donc le sentier sur sa gauche, ok. Alors logiquement, il faudrait que je fasse un petit plan quand même. Donc je vais faire pause et je vais tenter de faire un petit plan. Je vais franchir le portail devant moi. Est-ce que c'est prudent? Non, je vais me diriger vers l'arbre situé sur ma droite. Rendez-vous au 80. Peut-être qu'il faut finir par le château. À mesure qu'Alice s'approche de l'arbre, un vrombissement sourd vient emplir l'air autour d'elle. Des abeilles butinent les parterres de fleurs, s'aventurant dans les corolles des digitales à la recherche de nectar et enduisant ainsi leurs pattes de pollen doré. Tout en continuant d'avancer, Alice prend le temps d'observer les insectes à l'ouvrage. Quelque chose passe en vrombissant près de son oreille, détournant son attention des abeilles laborieuses. Porté par des ailes de verre teint longues de 3 pieds, un cheval à bascule en bois sculpté vole sans cesse tout près d'elle. Sa crinière et sa queue sont faites de véritables crins de cheval et il est sanglé d'une selle de cuir. « Une libescule !» s'exclame Alice avec étonnement. Un autre insecte tout aussi étrange rampe au pied de la fillette. Ses ailes sont de minces tranches de pain tartinées de beurre, son corps est constitué de croûte et sa tête est un morceau de sucre. Et j'imagine que tu es un papillon beurré. J'espère qu'il n'y a pas de guêpe à paon qui m'attend par ici. Et nous avons une petite illustration avec donc le cheval, la tartine. À peine quelques instants plus tard, un curieux bruit crépitant parvient aux oreilles d'Alice. 2 autres insectes impossibles volent droit vers elle, plus grands que tous ceux qu'elle a observés jusqu'ici. Leurs corps sont faits de pudding, leurs ailes d'énormes feuilles de houx, et plus étrange encore, leurs têtes semblent être des grains de raisin imbibés de brandy enflammés. Ce sont leurs flammes bleues qui produisent ce grésillement. Les lilets brûlent, fondent droit sur elle. Alice devine qu'être brûlée par leur tête ou égratignée par leurs ailes de houx doit être encore plus douloureux que la piqûre d'un frelon en colère.
Que devrait-elle faire à présent? S'enfuir à toutes jambes, essayer d'esquiver les insectes, se préparer à se défendre ou chercher un moyen de se tirer de cette situation? Bon, je vais me défendre. Allez, il est temps. Je vais en 112. Les deux Lille-et-Brûle volent droit vers Alice dans un bourdonnement hostile, rigoureusement dénué d'humeur festive. Si vous souhaitez qu'Alice utilise la capacité la plume et plus forte pour se tirer d'affaire, 393, sinon 126. Je vais combattre. Premier combat. Alice doit combattre les deux insectes crépitants en même temps. Ils ont l'initiative. Ah mince. Donc, nous avons un premier Lille-et-Brûle, combat 7, endurance 5, et un deuxième Lille-et-Brûle, combat 6, endurance 5. Si Alice se débarrasse de ces insectes indubitablement incommodants, rien ne l'empêchera plus de poursuivre son chemin au 146. Alors, je viens de réviser un petit peu les règles de combat, donc je rappelle le combat. On lance 2 dés pour chacun des deux adversaires, on ajoute leur score de combat, je fais pareil pour Alice. Donc celui qui obtient le plus fort résultat blesse l'autre, donc je ne lance les dés qu'une fois pour Alice. Au niveau initiative, donc ils ont l'initiative, donc ils ont un bonus de 1 pour le premier round de combat. Et puis, si j'arrive à les blesser au coup d'après, eh bien c'est moi qui aurai un bonus de 1 point. C'est celui qui a gagné le round qui a le bonus pour le suivant. Si Alice arrive à en blesser un, elle aura son bonus puisqu'elle ne lance qu'une fois les dés. Par contre, si l'un des deux libérules inflige des dégâts à Alice, eh bien seul ce Lille-et-Brûle aura le bonus. Donc je vais manger une part de gâteau. Donc je vais passer à 28 en endurance et je vais moi aussi avoir un +1 pour tout le combat. Donc on va démarrer ce premier round de combat. Donc le premier j'ai du mal à prononcer, Lille-et-Brûle, lance les dés. Donc 4, ça lui fait 11. 11 plus 1, 12, puisqu'ils ont l'initiative. Donc 12 pour le premier. 11 et 6, 17, 18 pour le deuxième. Et donc je lance les dés pour Alice. 8 plus, j'ai combien? J'ai 11, ça fait 19. Alors je viens de réviser un petit peu les règles de combat, donc je rappelle le combat. On lance 2 dés pour chacun des deux adversaires, on ajoute leur score de combat, je fais pareil pour Alice. Donc celui qui obtient le plus fort résultat blesse l'autre, donc je ne lance les dés qu'une fois pour Alice. Au niveau initiative, donc ils ont l'initiative, donc ils ont un bonus de 1 pour le premier round de combat. Et puis, si j'arrive à les blesser au coup d'après, eh bien c'est moi qui aurai un bonus de 1 point. C'est celui qui a gagné le round qui a le bonus pour le suivant. Si Alice arrive à en blesser un, elle aura son bonus puisqu'elle ne lance qu'une fois les dés. Par contre, si l'un des deux libérules inflige des dégâts à Alice, eh bien seul ce Lille-et-Brûle aura le bonus. Donc je vais manger une part de gâteau. Donc je vais passer à 28 en endurance et je vais moi aussi avoir un +1 pour tout le combat. Donc on va démarrer ce premier round de combat. Donc le premier j'ai du mal à prononcer, Lille-et-Brûle, lance les dés. Donc 4, ça lui fait 11. 11 plus 1, 12, puisqu'ils ont l'initiative. Donc 12 pour le premier. 11 et 6, 17, 18 pour le deuxième. Et donc je lance les dés pour Alice. 8 plus, j'ai combien? J'ai 11, ça fait 19. 19 plus 1 grâce à mon gâteau, ça fait 20.
J'ai donc blessé les deux et je suis armé d'une paire de ciseaux. Je leur fais donc 3 points de dégâts chacun. Il leur reste 2 points de vie. On recommence. Premier, Lilirule. 11, 11 plus 7, 18. Alors je vais le noter parce que j'ai une petite mémoire, on ne sait jamais. 18. Et le deuxième, 9, 9 plus 6, 15. Et enfin pour Alice, donc je vais rajouter 2, 1 pour le gâteau et 1 parce que j'ai gagné le round précédent. 3, 14, plus 2 égale 16. J'ai donc tué le Lilirule le plus faible et par contre l'autre Lilirule m'inflige 2 points de dégâts. Donc je passe à 26 en points de dégâts. Un petit gros plan sur ma feuille de personnage. Voilà, et enfin, j'espère le dernier round. 7, 7 plus 7, 14, plus 1, 15. Et pour moi, 4, plus 1, 5, plus 11, 16. C'est réussi. C'est réussi de peu. Eh bien, j'ai vaincu ces deux Lilirule, qui sont mes premiers adversaires. Et donc, il ne me reste plus qu'une seule part de gâteau. Et j'en ai bien eu besoin. Je vais au 146. Alice continue de suivre ce chemin à travers le jardin, mais un bruissement sonore la fait soudain se retourner. Les haies du jardin ont commencé à se rapprocher dans son dos, envahissant le sentier. La fillette hâte le pas, craignant une fois de plus pour sa vie. Soudain, elle aperçoit une issue. Un porche de briques rouges, recouvert de lierre, donnant sur les profondeurs sombres d'une forêt sinistre. Alice n'a pas le choix, elle doit s'aventurer dans la forêt ou se faire avaler par les haies affamées. Rendez-vous au 397. En pénétrant dans la forêt, Alice passe de la lumière du jour à un crépuscule sinistre et déplaisant. Le long du chemin qui s'enfonce dans cette pénombre surnaturelle, les arbres cèdent la place à des champignons plus grands encore. La fillette en vient à se demander si elle n'a pas repetissé à chaque fois qu'elle a fait à l'intérieur de cette forêt, à chaque pas qu'elle a fait à l'intérieur de cette forêt. Le chemin qu'elle suit parmi les énormes champignons finit par bifurquer. Si vous voulez qu'Alice choisisse l'embranchement de gauche, rendez-vous au 407. Si vous préférez qu'elle choisisse l'embranchement de droite qui s'enfonce dans le brouillard, rendez-vous au 285. Eh bien, je vais choisir l'embranchement de gauche, un petit peu au hasard, je dois le dire. 407. Le chemin ressemble presque à un tunnel, encadré par les pieds des énormes champignons et recouvert par leurs chapeaux. Cette voûte ornée de lamelles ne cesse de surplomber Alice que lorsque la fillette parvient à une clairière. 4 nouveaux sentiers partent de ce lieu. Le premier est longé de vesses de loup globuleuses, le second passe à côté d'une masse énorme de champignons jaune-orange. L'entrée du troisième est encadrée par des amanites de la taille d'un arbre et le quatrième ne tarde pas à disparaître dans une brume épaisse. Quel chemin Alice devrait choisir à présent? Voilà une question difficile. Des vesses de loup globuleuses, est-ce que c'est... Allez, je vais prendre le premier, je vais au 427. Alice redoute de heurter accidentellement l'un des champignons globuleux qui commence à empiéter sur le chantier, lui faisant exhaler ses spores. Effectuez un test d'agilité. Si Alice réussit, rendez-vous au 437. Donc je n'ai que 6 en agilité, je vous le rappelle. Eh bien c'est réussi, c'est incroyable.
c'est super. Alors, c'est réussi. Donc je vais en 437. Alice négocie prudemment son passage entre les vestes de loup, poussant un soupir de soulagement lorsqu'elle les laisse derrière elle. Un peu plus tard, elle émerge enfin de la forêt de champignons. Elle se trouve au sommet d'une pente raide. Tout en bas, au nord, elle aperçoit une étrange petite maison. Aux cheminées en forme d'oreille de lapin et au toit apparemment recouvert de fourrure. Au nord-ouest se dresse un manoir de style palladien. Au-delà de la maisonnette, Alice aperçoit les grandes haies d'un labyrinthe végétal qui semble s'éteindre sur plusieurs hectares. Dans quelle direction Alice devrait se diriger à présent? Le manoir ou la maisonnette? Eh bien, je vais plutôt aller vers la maisonnette. C'est peut-être là qu'on va retrouver le lapin. 319. Tandis qu'elle s'approche du manoir, des traînées de nuages poussés par le vent viennent masquer le soleil et le ciel s'assombrit. Pressée d'échapper à la bise et au rafraîchissement de l'air, Alice se demande si elle devrait toquer à la porte ou entrer sans attendre. Je vais être poli et je vais frapper à la porte. Rendez-vous au 309. Paraît le plus logique. Alice s'approche timidement et toque la porte. Ça ne sert vraiment à rien de toquer, fait une voix venant de derrière elle. Elle se retourne et, baissant les yeux, découvre une grosse grenouille habillée à la manière d'un valet, avec une perruque bouclée et tout ce qui s'ensuit. Non, ça ne sert à rien de toquer, poursuit le valet grenouille, et cela pour deux raisons. D'abord parce que je suis du même côté de la porte que vous, ensuite parce qu'ils font tellement de bruit là-dedans que personne n'a la moindre chance de vous entendre. Un vacarme extraordinaire provient en effet de l'intérieur de la maison, des hurlements et des éternuements incessants, et de temps en temps un grand fracas, comme si une assiette ou une soupière avait été brisée en 1000 morceaux. Dans ce cas, dit Alice, voudriez-vous s'il vous plaît m'indiquer comment je peux entrer? Cela pourrait être utile de toquer, répond le valet, si nous étions séparés par cette porte. Par exemple, si vous vous trouvez à l'intérieur, vous pourriez toquer et je pourrais vous laisser sortir. Vous voyez, de toute évidence, le valet grenouille ne sera d'aucune aide. Que devrait faire Alice à présent? Ouvrir la porte elle-même ou renoncer à entrer dans la maison? Je devrais ouvrir la porte, bien sûr. 289. La poignée pivote et Alice franchit le seuil de la maison. « Oh là !» s'exclame soudain le valet. « Vous ne pouvez pas rentrer, vous n'êtes pas invité. » Tournant la tête, Alice voit le valet grenouille accourir vers elle et se faisant commencer à gonfler de façon alarmante, faisant craquer les coutures de son uniforme. L'amphibien ouvre sa large bouche et une longue langue jaillit comme un fouet, manquant Alice d'un cheveu. Si vous voulez qu'Alice utilise la capacité la plume et plus forte, rendez-vous au 269. 269, sinon elle va devoir affronter ce valet belliqueux. Ben, je vais l'affronter. 279. Le valet grenouille domine Alice de toute sa taille. Son corps est musclé et luisant de mucus. Lorsqu'il ouvre de nouveau la bouche, sa langue jaillit comme un fouet, essayant de saisir la fillette. Le valet grenouille a l'initiative. 8 en combat et 8 en endurance. Si le valet grenouille réussit 2 attaques successives, sa langue s'enroule autour d'Alice et il l'attire jusqu'à sa bouche pour la mordre, lui infligeant des dégâts doublés, avant de la recracher. Si Alice possède un bouclier, il ne la protégera pas contre les dommages infligés par une morsure. Eh bien, allons-y. Grenouille. Valet. Grenouille. Alors, j'ai toujours mes ciseaux. Les ciseaux, c'est super utile quand même. Hein. C'est même très important. Donc, il a l'initiative. Je lance les dés pour lui. Donc 10. 10 plus 8 égale 18 plus 1, 19. 19 et moi... Alors 8 plus
plus 11 égale 19. Alors, c'est égalité. C'est égalité, donc je tire un dé. C'est un chiffre pair et je ne me souviens plus de ce que ça fait. Je vous demande un instant. Alors, les combats. Les combats. Alors, si Alice et son adversaire se sont blessés, qu'est-ce que je raconte? Si le chiffre obtenu est impair, personne n'est blessé. Passez à l'étape 10. Si le chiffre obtenu est pair, passez à l'étape 9. Alice et son adversaire se sont blessés l'un et l'autre. Diminue d'un point leur score d'endurance, etc. Alors, forcément. Ok, donc un point chacun. Donc je passe à 25 et lui passe à 7. Nouveau round. 9. 9 plus 8 égale 17. 7. 7 plus 11 égale 18. J'ai gagné d'un point. Je lui inflige 3 points de dégâts. Elle passe à 4. Nouveau round. Et là, c'est moi qui ai l'initiative. 7 plus 8 égale 15. Et pour moi, 5 plus 11 égale 16, plus 1, 17. C'est donc une victoire. À nouveau, je lui inflige à nouveau 3 points de dégâts. Il ne ne reste plus qu'un point. Je continue. 11. 11 plus 8, 19. Et pour moi, 3. Il n'y a pas tortillé, là c'est lui qui a gagné. Je subis 2 dégâts, je passe à 23 en endurance. Nouveau round, c'est lui qui a l'initiative. 8 plus 8, 16, plus 1, 17. Et pour moi, 7 plus 11, 18. C'est gagné. Je lui inflige 3 points de dégâts. Je suis venu à bout du Valet Grenouille. Un rapport de XP? Non, pas de XP dans ce bouquin. 259. Pénétrant dans la maison, Alice se retrouve dans le hall d'entrée sombre, aux colonnes de marbre imposantes et aux parois recouvertes de stuc. Le plafond élevé répercute le bruit prudent de ses pas. Sur la droite, Alice distingue une petite porte discrète. En face d'elle, une double porte grande, ouverte, mène vers le cœur de la maison. Si vous voulez qu'Alice ouvre la porte qui se trouve sur sa droite, rendez-vous au 482. Si vous préférez qu'elle franchisse la double porte, 502. Je vais ouvrir sur la porte à droite, au 482. Alice ouvre la porte et pénètre dans une pièce qui est manifestement un petit boudoir. Posé sur une coiffeuse, un reposoir est surmonté d'une perruque imposante et poudrée, qui semble à la fillette tout droit sortie des livres d'histoire que sa gouvernante lui a fait lire sur la Révolution française. Alice ne peut s'empêcher d'essayer la perruque et s'imagine qu'elle est Marie-Antoinette en s'admirant dans le miroir de la coiffeuse. Si vous voulez qu'Alice garde cette perruque, notez-la sur la feuille d'aventure. La fillette ne découvre rien d'autre qui l'intéresse et finit par quitter les lieux au 502. Bien. Alors, une perruque, je vais la prendre. Hein. Puisqu'on n'est pas limité en objet. Si j'ai bien suivi. 502. Alors, Alice quitte le hall pour s'engager dans un long couloir qui aboutit à une porte close. Un vacarme de cris et de pleurs ponctué de beaucoup d'éternuements se fait entendre à travers ce panneau de bois. Un fracas retentissant se mêle de temps à autre à la cacophonie, comme si un plat ou une marmite venait d'être brisé. À mi-chemin, la fillette observe une autre porte dans le mur de gauche. Elle est bien grande, cette maisonnette.
Alice devrait-elle se diriger tout droit vers la porte à l'extrémité du couloir, ouvrir d'abord la porte située à mi-chemin, ou tourner les talons et quitter les lieux? Je vais ouvrir d'abord la porte située à mi-chemin au 239. 239. Alice ouvre la porte et pénètre dans une vaste bibliothèque. Des étagères 2 fois plus grandes qu'elle recouvrent les murs, et les livres poussiéreux qui en remplissent les rayons portent sur des sujets allant des nefs et des choses aux choux et aux rois. Une partie d'échecs est apparemment en cours sur une petite table au centre de la pièce, mais il n'y a aucune trace des joueurs. Que devrait faire Alice à présent? Examiner les livres, regarder de plus près la partie d'échecs ou quitter la bibliothèque? Alors comme je sais jouer aux échecs, je vais examiner la partie d'échecs au 132. La plupart des pièces ont déjà été prises. Celles qui restent sont arrangées ainsi. Sur un morceau de papier glissé sous un coin de l'échiquier sont griffonnés les mots « autour des blancs ». Si c'est le tour des blancs, se dit Alice, je me demande combien de coups il leur faudrait pour gagner. Si Alice elle-même était le pion blanc de cette partie, combien de coups lui faudrait-il pour devenir la reine et gagner? Si vous connaissez la réponse, rendez-vous à la section portant le numéro correspondant. Dans le cas contraire, Alice s'est suffisamment attardée dans la bibliothèque et il est temps pour elle de se mettre en route. Alors, ça paraît être un problème relativement difficile quand même, parce qu'il y a encore beaucoup de pièces. Alors, si le pion va directement jusqu'au bout, eh bien, il faut 1, 2, 3, 4, 5 coups, mais ça serait sans compter, sans l'action des noirs. C'est bien ça le problème. Mais en fait, je crois que les noirs ne peuvent pas faire grand-chose sur ce problème. Combien de coups lui faudrait-il pour devenir reine et gagner? Alors, si on parle des coups du pion lui-même, on est sûr qu'il faut 1, 2, 3, 4, 5 coups pour arriver jusqu'à la dernière ligne qui se trouve ici. Par contre, effectivement, si on tient compte de tous les coups de la partie, donc déjà là, la reine peut faire un échec ici, enfin, les noirs peuvent se défendre un petit peu quand même. Alors voici les résultats de mes réflexions. Donc on s'aperçoit que la tour peut prendre la reine, donc il suffit que la tour se déplace ici, la reine ne peut pas se déplacer puisque le roi serait mis en échec. Donc la reine prend la tour, ça fait un coup, la reine prend la reine, ça fait 2 coups, échec au roi. Le roi prend le canasson, 4 coups. Le roi est ensuite coincé de ce côté-là de l'échiquier, 4 coups, 5 coups, 6 coups, 7 coups, 8 coups, 9 coups. Ou alors je me suis trompé de 1. Alors je répète, je suis désolé, faites avance rapide. Tac, un coup, il prend 2 coups, échec, 3 coups, 4 coups, 5 coups, 6 coups, 7 coups. J'arrive à 7 et j'ai la reine ici. La reine ici et la reine ici. Donc 7, 8, 9, je compte 11. Je compte 11 coups, mais enfin entre 10 et 11 coups. Quelque chose comme ça. Après, c'est pas si simple quand même d'être certain du nombre de coups, parce que ce problème est assez ouvert. En fait, si vous voulez, il y a énormément de coups qui sont possibles quand même. Alors, je vais raconter une dernière fois. Donc 1,
Je prends 2, tac, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Moi, je compte 10 coups. 10 coups si le roi va de ce côté-là de l'échiquier, si je lui fais échec ici. Mais s'il va de ce côté-là de l'échiquier, c'est plus long. Il faudra un coup de plus. Donc je dirais 11. Je dirais 11. Allez hop. Alors 11. Alors, j'ai pas mal joué aux échecs quand j'étais jeune. Bon, maintenant j'ai d'autres jeux plus immersifs si j'ose dire, mais on remarque que depuis le jeu de la dame, le jeu d'échecs a repris du poil de la bête auprès de pas mal de monde. Victoire des Blancs en 11 coups. Eh bien c'est bon, s'exclame Alice d'une voix triomphante en amenant le pion blanc jusqu'à l'extrémité noire de l'échiquier. Alors moi j'ai compté 11 coups pour faire mat. Je n'ai pas compté 11 coups pour amener le pion blanc jusqu'à l'extrémité noire de l'échiquier. Alice s'est suffisamment attardée dans la bibliothèque, il est temps de repartir. Donc j'ajoute un point à la logique d'Alice. Je trouve ce problème un peu alambiqué. Ils auraient pu prendre un problème d'échec un peu plus simple. Parce qu'il faut moins de 7 coups pour... Moi, j'ai peut-être pas tout compris. On va en rester là. Alors, donc j'ajoute un point au score de logique. Je passe à 12. Il est temps de repartir au 454. Alice franchit une porte située à l'extrémité d'un long couloir et se retrouve dans une vaste cuisine enfumée. Un bébé braille dans son berceau qui a été abandonné à côté d'un tabouret inoccupé, non loin de la cheminée. Une cuisinière maigre, à l'air revêche, remue le contenu d'une large marmite accrochée au-dessus des flammes. La chaleur, la fumée et le vacarme donnent l'impression à Alice de s'être aventurée par erreur dans le 7e cercle de l'enfer. Il y a certainement trop de poivre dans cette soupe, se dit Alice, s'avançant pour essayer de voir ce que contient la marmite. Il y a en tout cas trop de poivre dans l'air. La fillette ne peut retenir un éternuement. La cuisinière se retourne et aperçoit Alice à travers les volutes de vapeur et de fumée qui emplissent la cuisine. Ses yeux, situés de part et d'autre d'un nez crochu, examinent la fillette avec hostilité, puis vont se poser sur le berceau dans lequel le bébé ne cesse d'éternuer que pour pleurer et vice-versa. « Silence !» glapit la cuisinière, avant de jeter un tisonnier en direction du berceau. « Oh, je vous en prie, attention à ce que vous faites !» s'exclama Alice, frémissante de terreur. « Parle durement à ton petit garçon et bats-le à chaque éternuement !» rétorque la cuisinière. Il n'agit que par incorrection, parce qu'il veut se montrer contrariant. Et là-dessus, elle s'empare d'une poêle et la jette vers Alice, effectue un test d'agilité. Si Alice réussit, rendez-vous au 444, si elle échoue, 424. Ça va être compliqué. J'ai encore réussi mon test d'agilité, c'est un miracle. Donc ça fait... Ça fait 444. Alice se penche en arrière et la poêle passe en tournoyant juste au-dessus de sa tête. Rendez-vous au 384. La cuisinière s'empare d'un grand hachoir qui a été enfoncé dans une planche à découper posée sur la table. C'est alors qu'Alice aperçoit les morceaux de chair sanglante que l'instrument a servi à découper. Leur apparence a quelque chose de nettement dérangeant. Le regard de la fillette se tourne vers la marmite bouillonnante, au moment où quelque chose affleure à la surface. C'est une tête humaine dont les traits hideux sont figés en une expression bouleversée. Alice ne se sent pas moins horrifiée que cette femme a dû l'être avant de mourir. Augmenter d'1 point son score d'irrationalité. Je passe à 2.
Depuis qu'elle a dégringolé dans le terrier, Alice a vu peu de choses qui puissent rivaliser avec cette maison des horreurs. Si vous voulez qu'elle utilise la capacité de curieux, de plus en plus curieux, dans l'espoir de préserver sa santé mentale, rendez-vous au 374, sinon 148. Alors il me reste qu'un seul curieux de plus en plus curieux, donc je ne vais pas l'utiliser, je vais en 148, vu que je suis encore pas mal en irrationalité. Donc 148. Alice n'a aucun moyen d'échapper à la cuisinière démente. La vieille mégère s'avance vers elle, serrant d'une main poisseuse son hachoir énorme, dont le tranchant aiguisé dégouline de sang. Si vous souhaitez qu'Alice utilise la capacité de la plume et plus forte, rendez-vous au 205, dans le cas contraire 222. Bon, je vais utiliser la plume et plus forte, parce que là je sens que ça sent le roussi, donc je coche une deuxième case. Je vais au 205. Alice se jette sur le côté pour échapper à la première attaque. La cuisinière cannibale récidive aussitôt, mais la fillette parvient de nouveau à éviter le tranchant aiguisé du hachoir. Alice sent désormais la chaleur du foyer dans son dos. Avec un cri dément, la mégère se jette sur elle une dernière fois, mais trébuche sur un gros chat apparu soudainement et bascule dans les flammes la tête la première. La cuisinière s'extire presque immédiatement de la cheminée, mais ses cheveux et son bonnet ont déjà pris feu. Hurlant comme une démone, elle s'enfuit hors de la cuisine, illuminant le couloir par lequel elle disparaît. Bientôt, Alice n'entend plus rien que le craquement du charbon dans le foyer et le bouillonnement du ragoût humain dans le chaudron. Cherchant des yeux le chat, Alice n'aperçoit rien d'autre qu'un très large sourire flottant au-dessus de la cheminée, juste avant qu'il ne disparaisse à son tour. Rendez-vous au 242. La cuisinière cannibale ne mangera plus jamais personne. L'estomac d'Alice crie famine, mais la perspective de manger la nourriture qu'elle pourrait trouver dans ce macabre abattoir coupe aussitôt l'appétit à la fillette. En revanche, elle pourrait s'intéresser au grand moulin à poivre que la cuisinière utilisait avec si peu de retenue dans ses recettes. Si vous voulez qu'elle l'emporte, notez le moulin à poivre sur la feuille d'aventure d'Alice. Donner un tour de moulin avant une bataille fera éternuer ses adversaires, diminuant leur score de combat d'1 point pour la durée de l'affrontement. Il reste suffisamment de poivre dans le moulin pour utiliser cette capacité 5 fois. Elle ne fonctionnera que contre des adversaires vivants et restera inutile face aux objets animés tels que les hommes tic-tac. Alors, moulin à poivre. Moulin à poivre x5 plus 1 en combat. J'ai des ciseaux, une part de gâteau étrange, la clé dorée je l'ai utilisée, j'ai une potion rapetissante, une perruque et un moulin à poivre avec 5 doses. Rendez-vous au 228. S'éloignant de la maison en hâte, de la maison, sous un ciel menaçant, Alice est quelque peu surprise lorsqu'elle aperçoit devant elle un gros chat assis sur la branche d'arbre. « Te voilà » dit le chat, souriant d'une oreille à l'autre. « Je commence à craindre que nous n'ayons jamais l'occasion de discuter. » Si le mot « révélation » est noté sur la feuille d'aventure d'Alice, un nombre doit y être associé. Ajoutez-y 47 et rendez-vous à la section correspondante. Sinon, ça sera le 253. Malheureusement, je n'ai pas ce code. Je suis vraiment désolé, Minouf et Alice, mais qui es-tu ? Qui suis-je ? Demande le chat, incrédule, mais toujours souriant. Eh bien, je suis le chat du Cheshire. Mais tu devrais déjà le savoir. La vraie question serait-tu plutôt qui es-tu ? Mais je suis Alice, répond la fillette avec indignation. C'est ce que tu affirmes, mais comment puis-je en être certain ? Réplique le chat. Si tu ne sais pas qui je suis, alors que nous nous sommes déjà rencontrés, comment peux-tu être certain de savoir qui tu es ? Comment proposes-tu de résoudre ce problème ? Demande Alice d'un ton de défi. Par le moyen d'une série de questions. Je les poserai et tu devras y répondre correctement pour prouver
que, que tu es qui tu prétends être. À moins que vous ne souhaitiez qu'Alice ignore le chat pour se remettre en route, il semble qu'elle va devoir participer à ce jeu. Rendez-vous au 303. Très bien, dit le chat. Voici la première question. Es-tu folle? Que devrait répondre Alice? Oui, nous sommes tous fous ici. Non, je ne veux pas me retrouver parmi des fous. Mais oui, nous sommes tous fous ici. Allez, 335. Pour l'instant, la logique du test m'échappe. Correct, ronronne le chat. Tu es folle, toquée, totalement dérangée, mais je vais te livrer un secret. Les meilleurs gens au monde le sont tous. Passons maintenant à ma deuxième question. Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau? Que devrait répondre Alice cette fois-ci? Edgar Allan Poe a écrit sur les deux. Rendez-vous au 313. Parce qu'on peut tirer quelques notes, parce qu'on peut en tirer quelques notes, bien qu'elles ne soient guère jolies, et qu'il se compose au moins à moitié d'eau. Je vais plutôt répondre qu'Allan Poe a écrit sur les deux. On va essayer de penser ça. Vraiment, je ne sais pas. Faux, déclare le chat. Et là-dessus, il disparaît, en commençant par le bout de la queue et en terminant par le sourire qui continue d'exister un certain temps après le reste. Ça alors, j'ai souvent vu un chat sourire, se dit Alice, mais un sourire sans chat, c'est la chose la plus curieuse que j'ai jamais observée de ma vie. Ajouter une case de curieux de plus en plus curieux, de curieux en plus curieux sur la feuille d'aventure d'Alice, puis rendez-vous 216. Eh bien, je n'ai plus de curieux, c'est fâcheux. Rendez-vous en 216. À en juger par les cheminées en forme d'oreilles allongées et son toit couvert de fourrure, la maison dont s'approche Alice, à présent, est un bel exemple d'architecture léporidée. Une longue table est dressée sous un arbre devant elle, avec un large fauteuil à l'une des extrémités. Si le mot révélation est écrit sur la feuille d'aventure d'Alice, un numéro doit y être associé. Mais je n'ai toujours pas révélation. 318. Personne n'est assis autour de la table, bien que tout soit prêt pour prendre le thé. Si vous voulez qu'Alice s'asseye, rendez-vous 327. Je vais m'asseoir. Prenant place dans le large fauteuil, Alice observe le régal qui s'offre à elle. Il y a des assiettes couvertes de petits sandwichs au concombre, des tartelettes et des parts d'un gâteau moelleux rose et jaune, ainsi bien sûr qu'une grosse théière. Le tout accompagné d'un assortiment de couverts incluant un grand couteau à pain et du plateau argenté qui a servi à apporter le tout. Que devrait faire Alice à présent? Se verser du thé, se préparer un pique-nique, prendre le couteau à pain, examiner le plateau de plus près ou se lever de la table. Je vais examiner le plateau de plus près, en 369. Large et pesant, ce plateau argenté peut servir de bouclier à Alice si elle le souhaite. Si elle l'emporte, inscrivez le plateau argenté sur sa feuille d'aventure et notez qu'il diminuera d'1 point les dommages infligés par les attaques ennemies. Si Alice possède un autre objet offrant une protection de ce type, leurs effets ne sont pas cumulables. En raison de son caractère encombrant, le plateau diminuera aussi d'1 point l'agilité d'Alice tant qu'elle le conservera en sa possession. Alice peut abandonner le plateau argenté à tout moment, perdant à la fois l'avantage et l'inconvénient qu'il apporte, mais elle ne pourra pas les récupérer ensuite. Alors, est-ce que je prends le plateau? Je vais passer à 5 en agilité, mais sachant que c'est déjà très faible, je vais le prendre. Donc, plateau argenté. Argenté, donc -1 en dégâts. Très efficace. Alors, le couteau à pain.
Pourquoi pas, je vais essayer de voir ce que fait le couteau à pain. Ça doit être une arme, je suppose. Alice peut se servir du couteau à pain comme d'une arme si elle n'en possède pas déjà une. En combat, cette arme infligera 3 points de dommage par attaque réussie au lieu de 2. J'ai déjà les ciseaux, donc ça ne sert à rien. Je vais me préparer un pique-nique au 349. Alice juge prudent d'emporter un pique-nique pour le voyage qui l'attend encore. Elle enveloppe dans une serviette plusieurs petits sandwichs triangulaires, des tartelettes et des parts de gâteau, puis fourre le tout dans la poche de son tablier. Alice dispose de suffisamment de provisions pour 4 repas. Chaque repas, une fois consommé, lui fera gagner 4 points d'endurance. Eh bien, alors, pique-nique x 4, plus 4, endurance. Eh bien, je vais me verser une tasse de thé au 338. Je suis tout à fait assoiffée, déclare Alice, mais lorsqu'elle tend la main vers la théière, celle-ci bondit sur le côté. Alice répète sa tentative et la théière se dérobe à nouveau. Ce n'est d'ailleurs pas le seul objet entré en mouvement. Les couverts se sont mis à danser sur la table, s'entrechoquant dans un grand vacarme. Rendez-vous au 251. Sous le regard stupéfait d'Alice, voici l'illustration, fort jolie. La vaisselle et les couverts soigneusement disposés sur la nappe s'élèvent dans l'air et s'assemblent en une forme distinctement humanoïde. L'étrange créature, si l'on peut vraiment la décrire par ce mot, possède des couteaux et des fourchettes en guise de doigts et une grosse théière à la place de la tête. Le service à thé s'approche en cliquetant, tendant vers Alice ses mains métalliques. Si vous souhaitez qu'Alice utilise la capacité de la plume et plus forte, Ah si, il m'en reste une. Ouais, je suis bien équipé, je vais l'affronter. Je vais en 55. Il doit y avoir un moyen de se tirer de cette fâcheuse situation, songe Alice, tandis que la créature de porcelaine et de plaqué argent se rapproche d'un pas raide. Effectuez un test de logique. Si Alice réussit, rendez-vous au 281. Alors en logique, j'ai 12. Donc je ne risque pas d'échouer. Alors, test de logique. Je ne peux pas échouer, donc j'ai réussi. Je vais quand même vérifier cette affaire. Oui, c'est bon. C'est bon, je ne peux pas échouer. Rendez-vous au 281. Je trouve la difficulté de ce livre assez inégale. C'est un coup très difficile, un coup assez simple en fait. Tout ceci n'est vraiment pas ma tasse de thé, déclare Alice avec irritation. S'il ne tenait qu'à moi, je vous enverrais à une fête foraine pour que les enfants s'amusent à vous casser en vous jetant des boules de bois. Et sur ces mots, elle saisit la nappe et la tire d'un coup sec, la dérobant sous les pieds du service à thé. Tasse, assiette, sucrier et théière tombent de la table et s'écrasent au sol dans un grand fracas. Fourchette, cuillère et couteau parsèment les débris. Rendez-vous au 298. Alice décide de ne pas demeurer plus longtemps ici. Alors qu'elle se demande où aller, elle aperçoit un large sourire flottant dans l'air au-dessus du chemin qui part vers l'est. Incapable de résister à sa curiosité, Alice s'engage dans cette direction et continue de la suivre, même lorsque le sourire finit par se volatiliser. Rendez-vous au 6. Alice se retrouve à l'entrée d'un magnifique labyrinthe. En se mettant sur la pointe des pieds, elle peut tout juste distinguer derrière les énormes haies d'ifs les tourelles et les créneaux en forme de cœur d'un palais impressionnant. Il est manifeste qu'elle ne pourra l'atteindre qu'en traversant le labyrinthe végétal. Après avoir pris une profonde inspiration, Alice s'engage dans les sentiers ombragés et parvient bientôt à une intersection. Des graviers colorés dessinent au sol une rose des vents, avec un grand cœur en son centre.
Le nord est à gauche et le sud à droite. Quelle direction devrait prendre Alice, le nord ou le sud? Alors là, je sens qu'il va falloir que je fasse un plan. Alors comme j'arrive au bout de ma batterie, et que par ailleurs la session de lecture est assez longue, eh bien je vais m'arrêter là pour ce premier essai. Il y aura donc une deuxième vidéo pour l'essai. Eh ben, c'est tout à fait original comme livre, hein, tout à fait inédit. Donc alors il faut aimer les contes. Moi, c'est pas particulièrement ma tasse de thé. Je ne jure que par le classique Heroic Fantasy. Je trouve ça plus sérieux, plus épique, hein, mais ça change. Voilà, on est quand même assez dépaysé par ce livre, et malgré tout, c'est ce qui compte lorsqu'on lit un livre, surtout dans Vous êtes le héros, c'est de changer d'univers. Et pour le coup, c'est réussi. Les illustrations sont tout à fait exceptionnelles et d'une très très grande qualité. Illustré par Kev Crossley, il est trop fort. Et puis qui est le traducteur? Traduit de l'anglais par Romain Baudry. Très bien. Eh bien, il est fort doué. Et c'est chez Alconos, comme d'habitude. Bon, eh bien, je vous dis rendez-vous à bientôt. Si vous le voulez, laissez-moi, si vous avez envie, des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir sur cette collection que vous connaissez peut-être. Et puis, faites part de votre avis, ou sur cet essai, ou sur la collection en elle-même. Ah tiens, bonsoir.